Bonjour Romaric Gaudin, vous êtes journaliste économique à Mediapart. Oui. Et auteur de plusieurs ouvrages, dont La guerre sociale en France, qui analysait la politique économique, qui analysait sous la Macronie l'avancée du néolibéralisme, on va dire, qui avait eu qui avait été en retard au niveau français par rapport aux autres pays au niveau mondial, le néolibéralisme. Oui, c'est ça. C'est bien la Ce qui a chose. accéléré en fait depuis 2010 et encore plus évidemment depuis 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron. D'accord. Et je voulais vous interroger sur le programme économique de nos candidats à ce second tour, et notamment, pas uniquement, mais notamment le programme économique de Marine Le Pen, qui est souvent annoncé comme étant plus social que celui de Macron. Avoir votre avis là-dessus? Écoutez, je pense qu'il faut regarder les choses de façon un peu globale et avoir deux visions bien différentes, mais qui, à mon avis, sont nécessaires. La première, c'est d'avoir une vision un peu objective des programmes. Alors, le programme d'Emmanuel Macron, c'est celui de la continuité, c'est celui de ce qu'on a connu depuis 5 ans. Donc, on ne peut pas évidemment dire que c'est un programme, qui est centré sur le social. Ça ne l'est pas. Il prévoit encore des baisses d'impôts sur les entreprises de 7,5 milliards. Il n'a pas en fait de véritable projet pour les plus démunis et les plus fragiles, ni pour la classe moyenne inférieure, on va dire. Enfin, inférieure, c'est pas un jugement de valeur, pour les plus fragiles parmi la classe moyenne. On ne propose rien, quasiment rien directement contre les pressions inflationnistes. Donc effectivement, on ne peut pas penser que le programme d'Emmanuel Macron est un programme social. En face, on a un programme, celui de Marine Le Pen, qui objectivement est un programme plus à droite et plus libéral qu'il ne l'était en 2017, parce que notamment elle a abandonné tout un tas de garanties qu'elle avait données en 2017 concernant les 35 heures, concernant le statut des fonctionnaires, concernant la retraite à 60 ans, concernant tout un tas d'autres choses. Tout ça a été abandonné. Marine Le Pen a un discours qui est celui traditionnel de ce qui était le Front National et le Rassemblement National, qui est un discours d'inquiétude vis-à-vis de la dette publique, qui est un discours de remboursement de cette dette publique. Et par ailleurs, elle a simplement, je dirais en relatif, c'est-à-dire par rapport à Emmanuel Macron, sur certains sujets très pointus, très précis, elle a effectivement une position relative qui peut apparaître comme plus sociale que celle d'Emmanuel Macron. La position la plus évidente, c'est évidemment vis-à-vis de la retraite, puisqu'Emmanuel Macron a décidé de faire campagne sur la retraite à 65 ans, qui est une mesure qui est rejetée majoritairement par les Français, et que, à l'inverse, Marine Le Pen a une position qui est plutôt celle, même si parfois elle évoque quand même la retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, mais qui est plutôt une position de statu quo sur la situation actuelle. Donc c'est un programme qui est moins social qu'en 2017, mais qui, effectivement, sur certains points, notamment celui des retraites, peut paraître plus favorable que celui d'Emmanuel Macron. Maintenant, il faut regarder, à mon avis, de façon globale ce programme. C'est un programme qui est aussi centré, et j'avais retrouvé, je pense qu'il faut citer cette phrase de son manifeste. La première phrase du manifeste, c'est de dire que le rôle de l'État, c'est de soutenir les entreprises. Donc c'est finalement c'est en fait ça la définition presque du néolibéralisme. C'est-à-dire la définition du néolibéralisme, c'est un État qui est en soutien aux entreprises, plus que dans une vision de redistribution des richesses. Et ça, c'est la vision centrale, en fait, économique de Marine Le Pen. Donc il faut bien être
il faut bien être conscient qu'en fait, toutes les mesures, les petites mesures très ponctuelles, parce qu'en fait, elle a des mesures qui sont des mesures très ponctuelles, qui sont en fait des mesures de propagande électorale, qui lui permettent, parce que je pense qu'elle a très bien compris sa position relative par rapport à Emmanuel Macron, c'est-à-dire que comme Emmanuel Macron continue effectivement sa politique, promet de continuer sa politique néolibérale, eh bien, il suffit qu'elle prenne en fait des positions un petit peu plus modérées que lui, et elle apparaît en fait comme dans une position très favorable sur le plan social. Mais en fait, dans l'absolu, c'est pas le cas, et ça l'est d'autant moins que en fait tout ça est soumis à un régime de croissance élevé et à un soutien aux entreprises. J'insiste quand même sur le fait que Marine Le Pen veut baisser les impôts de production pour 10 milliards d'euros, ce qui est plus que ce que veut faire Emmanuel Macron. Elle a aussi des baisses d'impôts, notamment sur l'impôt sur les sociétés pour les jeunes entrepreneurs, l'impôt sur le revenu pour les jeunes. Tout ça sont des baisses d'impôts que Emmanuel Macron ne propose pas, et qui vont venir en fait réduire il faut toujours réfléchir comme ça quand on vous parle de baisse d'impôts. Il faut penser que ça vient réduire les recettes de l'État, et que donc si on n'accepte pas la dette par ailleurs, comme l'affirme Marine Le Pen, beaucoup plus d'ailleurs qu'Emmanuel Macron, si on n'accepte pas la dette, à ce moment-là, il faut trouver en fait des financements pour ces baisses d'impôts. Et donc les financements, c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on va en fait vous les trouver sur le dos de la sécurité sociale, des aides sociales, de la redistribution et de ce genre de choses. Donc c'est la logique du programme de Marine Le Pen, en réalité, c'est exactement la même que celle du programme d'Emmanuel Macron. Parfois, il y a même des complémentarités entre les deux, entre la politique du dernier quinquennat et puis ce qu'elle envisage de faire. C'est d'autant plus, à mon avis, intéressant de réfléchir comme ça que le point central de la politique de Marine Le Pen, c'est la préférence nationale, c'est-à-dire la discrimination comme politique économique, et que dans son chiffrage, elle propose quand même d'économiser 16 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, sur une politique de préférence nationale, c'est-à-dire d'exclusion et d'appauvrissement d'une partie de la population française. Donc c'est quelque chose qui est, à mon avis, on ne peut pas faire comme si, en fait, il n'y avait pas cette position-là. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que c'est un programme social, alors que dans ce programme, il y a un élément central qui est en fait celui qui permet de financer les quelques mesures sociales qu'elle présente, qui est une mesure d'appauvrissement d'une partie de la population. Et je dirais, même si on est extraordinairement égoïste et qu'on se moque en fait de cette population, je rappelle que la population étrangère qui est visée par cette mesure, et peut-être on rentrera dans le détail après, mais c'est quand même presque 7% de la population, même si on se moque de ça parce que ça ne nous concerne pas, ou on croit que ça ne nous concerne pas, en réalité c'est pas vrai. Dans un pays comme la France où 51% du PIB est constitué par la consommation des ménages, si vous appauvrissez 7% de la population, c'est pas que les 7% de la population appauvrie qui vont avoir des problèmes, c'est en fait l'ensemble de la population française. Lorsque vous allez baisser en fait le niveau de vie d'une partie de la population, une partie importante, 7% c'est important, et bien en fait vous allez baisser la croissance du pays, les perspectives économiques du pays, l'investissement, l'emploi, et en fait tout le monde va payer. Et comme tout le monde va payer, comme la croissance va être moins forte, eh bien on va avoir une politique qui va être encore plus une politique de répression sociale par ailleurs. On pourra rentrer, si vous voulez, dans le détail de ce que ça implique, cette histoire de préférence nationale pour les travailleurs, y compris ceux qui ne sont pas concernés directement par cette préférence nationale, si vous le souhaitez. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas juste regarder des mesures ponctuelles comme la retraite, la baisse de la TVA sur l'essence, sans regarder dans quel contexte général ces mesures s'inscrivent. D'accord. Ce sont des choses qui sont, à mon avis, importantes.
Donc là, vous nous dites que finalement, se débarrasser d'une partie de la population, ou en tout cas l'éjecter du marché du travail, etc., par la préférence nationale, fait que cette population perd en revenus, ne peut plus consommer. Or, la France, l'augmentation de sa production, la croissance, elle est tirée principalement par la consommation intérieure de tout le monde, y compris de cette population-là. Donc on se tire une balle dans le pied en fait. Exactement. Et puis dans la croissance, vous avez d'autres éléments. Vous avez les dépenses de l'État qui font de la croissance, en fait, contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire. C'est-à-dire que quand l'État dépense de l'argent, en fait, il ne brûle pas l'argent, en fait. Il l'injecte dans le circuit économique et ça donne des moyens aux gens de dépenser et donc d'alimenter la croissance. Donc je rappelle que Marine Le Pen, elle a des objectifs de baisse des dépenses publiques. Et puis, importante, mais elle ne rentre pas trop dans le détail de ces baisses d'ailleurs. Ensuite, l'autre élément, c'est l'investissement, mais l'investissement, ça ne fonctionne. Enfin, les chefs d'entreprise, ils investissent s'ils ont en fait des perspectives de croissance. Et on va investir pour acheter une nouvelle machine, de nouveaux bureaux, etc. Si vous êtes sûr qu'à un moment, la croissance de l'économie va se développer. Si vous appauvrissez 8% de la population, ou 7% de la population, vous n'allez pas avoir de perspective de croissance, et donc vous n'allez pas avoir d'investissement. Donc en fait, ça ne fonctionnera pas. En fait, on ne peut pas améliorer le niveau de vie des gens en appauvrissant en fait d'autres personnes. Ça fonctionnait peut-être au Moyen-Âge, mais ça ne fonctionne pas aujourd'hui. L'économie, elle n'est pas construite comme ça. Après, vous pouvez réfléchir à des alternatives à l'économie capitaliste, ça c'est autre chose, mais c'est exclu du débat du second tour. Donc là, on est dans le cadre du fonctionnement de l'économie capitaliste que Marine Le Pen défend par ailleurs. Elle défend une économie de type capitaliste, c'est-à-dire une économie fondée sur la croissance et l'augmentation des profits. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, elle est coincée parce que je prends un exemple très clair, c'est-à-dire que dans le monde idéal qu'elle nous décrit, vous avez le droit de licencier un employé parce qu'il est étranger et que vous allez embaucher un Français. Bon, bah, ok, d'accord, vous allez embaucher un Français. Donc un Français va avoir un emploi et puis vous allez avoir un étranger qui ne va pas avoir un emploi. Donc dans le meilleur des cas, en réalité, vous remplacez le chômeur français par le chômeur étranger et le travailleur étranger par le travailleur français. Et sur le plan macroéconomique, dans le meilleur des cas, et ce ne sera pas le cas, ça ne change rien, d'accord ? En réalité, comme en plus elle envisage de baisser les aides sociales pour les étrangers, et par aide sociale, et c'est là où je vous disais qu'il y a une complémentarité entre les deux, elle dit on va supprimer les aides qui ne sont pas des assurances sociales, ce qui est normal, puisque quand vous payez des cotisations, vous vous assurez contre un risque, et donc effectivement, on ne peut pas vous les retirer, on ne peut pas vous retirer le fruit de ces cotisations. Sauf que depuis 2018, Emmanuel Macron a supprimé les cotisations chômage. Le chômage aujourd'hui, il est financé par la CSG, par l'impôt, par l'État. Donc en fait, ça peut être considéré comme une aide sociale en réalité. Vous avez encore les cotisations employeurs, mais vous ne payez plus en fait de cotisations. Donc c'est plus une assurance en fait. Donc vous pouvez très bien considérer dans le cas des cas que l'assurance chômage, elle est pas assurantielle, c'est une aide sociale en fait, et qui est financée par l'État et par les entreprises, mais principalement par l'État. Et donc, dans ce cadre-là, vous pouvez décider d'exclure les étrangers de l'assurance chômage. Alors ça, évidemment, ce n'est pas dans le programme de Marine Le Pen. Mais vous comprenez bien que grâce à ce qu'a fait Emmanuel Macron lors de son quinquennat, Marine Le Pen peut très bien utiliser, en fait, cet argument-là pour couper l'assurance chômage aux étrangers. Ce qui fait que là, on n'est plus dans la situation où je vous expliquais où rien ne change. En fait, on est dans une situation où l'étranger qui est licencié, lui, il est appauvri. Alors, je sais que le but du Rassemblement national, c'est que cet étranger parte ailleurs, qu'on dissuade les autres d'arriver. Mais si l'étranger part ailleurs, on perd un consommateur dans le pays. Donc, la situation économique, elle n'en sera pas meilleure. Donc, voilà, moi, je pense que c'est un élément qui est important. Et puis, un élément encore plus important sur cette préférence nationale à l'emploi, auquel je pense les travailleurs français doivent absolument réfléchir, c'est que aujourd'hui on a des secteurs
comme le BTP, l'hôtellerie-restauration, où le nombre d'étrangers représente à peu près, pour le BTP, je crois que c'est 15%, pour l'hôtellerie-restauration, c'est 12% des salariés. Donc, si demain, ces 15% ou ces 12% disparaissent, ou si on les licencie, ou si on les discrimine, il faut trouver des Français pour venir travailler dans le BTP, pour venir travailler dans l'hôtellerie-restauration. Ces Français, on va les trouver évidemment parmi les chômeurs, mais il va falloir les forcer à aller travailler. S'ils n'ont pas envie, il y en aura qui ont envie, c'est très bien, mais il y en aura aussi qui n'auront pas envie, forcément. Ils ont des projets, ils n'ont pas les compétences, ils n'ont pas envie, ils ne veulent pas, voilà, c'est pas leur formation, c'est pas leur vie. Après tout, voilà, considérer que c'est pas normal que les gens ne choisissent pas leur métier. Enfin, le travail forcé, c'était dans les colonies. Voilà, si les gens ne veulent pas travailler, bon voilà. Enfin, si les gens ne veulent pas travailler, si les gens ne veulent pas faire ce travail, voilà, il faut quand même le prendre en compte. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Pour forcer en fait les gens à travailler, vous allez être obligé en fait de disciplinariser les chômeurs, c'est-à-dire que vous allez baisser l'assurance chômage. Et donc voilà, moi je prends l'exemple, hein, j'ai regardé en Hongrie, qui est le pays du grand ami de Marine Le Pen. Hein, en Hongrie, on a baissé à 3 mois le montant, la durée d'indemnisation du chômage. À 3 mois. En France, c'est 2 ans aujourd'hui. Donc, on se plaint de la réforme, avec raison d'ailleurs, de la réforme de l'assurance chômage de Macron, qui est déjà un scandale, parce que justement, c'est une réforme qui vise, pour un certain nombre de chômeurs, à les forcer à prendre les emplois disponibles. Et là, si on prend comme exemple la Hongrie, et on sera obligé de le faire si on fait cette préférence nationale, parce qu'il faudra bien que les Français viennent remplacer les étrangers qu'on aura licenciés. Donc il faudra bien qu'on continue à faire circuler, à faire fonctionner ces secteurs d'activité. Ou par ailleurs, on a déjà du mal à recruter des gens en raison des conditions de travail. Donc, à partir de ce moment-là, eh bien, il va falloir évidemment réprimer les chômeurs. J'ajoute à ça que Marine Le Pen, contrairement en 2017 d'ailleurs, ne souhaite pas l'augmentation du SMIC, pour des raisons simples. C'est qu'en fait, elle est attachée en fait à la rentabilité des entreprises. Donc, elle ne veut pas augmenter le salaire minimum. C'est d'ailleurs un point commun qu'elle a avec Emmanuel Macron, hein, qui ne veut pas non plus, qui ne l'a pas fait. Quand je peux dire augmenter, je dis augmenter au-delà du mode de calcul légal actuel du SMIC. Donc en fait, honnêtement, on peut bien espérer par la répression d'une partie des salariés, moi, me semble extrêmement faible. Et à côté de ça, si vous regardez, est-ce qu'il y a des mesures de redistribution? Parce que c'est quand même ça la question centrale. La question centrale, en fait, qui pèse sur le bilan d'Emmanuel Macron, c'est celle de la redistribution. C'est-à-dire que Macron, en 2018, fait cette réforme, ce qu'on appelle la fiscalité du capital, c'est-à-dire à la fois la fin de l'ISF et la réduction de l'impôt sur les revenus du capital, sur les revenus financiers, eh bien, cette mesure-là, qui a été prise en début de quinquennat, elle s'est accumulée et elle a enrichi les plus riches qui ont précisément des revenus du capital, des revenus financiers. Et c'est ce qui a causé en grande partie ce creusement des inégalités qui est très ressenti aujourd'hui au sein de la population française. Et avec raison. Face à ça, quelle ressource elle a? Elle veut remettre en place un impôt sur la fortune financière, donc qui est en fait, elle inverse en fait la décision de 2018, c'est-à-dire que Macron avait supprimé l'ISF pour la fortune financière et l'avait gardé pour la fortune immobilière. Elle inverse ça, elle le supprime sur la fortune immobilière et elle le remet sur la fortune financière. Mais on ne sait pas du tout quel va être en fait le montant de cet impôt. Si c'est un impôt symbolique, ça ne va pas remplir grand-chose. Et comme par ailleurs, elle reste dans une structure où son obsession, c'est la rentabilité des entreprises,
Il suffira qu'en fait les riches lui fassent un peu de chantage à la fuite des capitaux, et en fait elle rendra cet impôt, ou elle ne le fera pas, ou elle rendra cet impôt indolore. Donc je pense que c'est un vrai... il n'y a pas de mesure en fait, de redistribution telle quelle. La hausse des salaires qu'elle propose de 10%, comme le proposait d'ailleurs Valérie Pécresse, et vous voyez que toutes les références en fait, que je fais sont des références de droite, en fait, hein, c'est vraiment un programme de droite, en fait, il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est comme le proposait Valérie Pécresse, mais en fait encore plus à droite, puisque en fait, c'est à la volonté des entreprises. Donc les entreprises pourront proposer en fait une hausse des salaires de 10%, avec un accord d'entreprise, et cette hausse sera financée par une baisse de cotisation. Donc, encore une fois, une baisse des cotisations, c'est une baisse des recettes pour la sécurité sociale, hein, c'est-à-dire pour la santé, pour les accidents du travail, pour l'assurance chômage, pour tout ça. Donc, enfin, plus pour l'assurance chômage, puisqu'il n'y a plus de cotisation. Mais voilà. Donc, ça veut dire éventuellement... pour la retraite, donc à mon avis, il y a ça aussi, c'est-à-dire que ouais, elle nous promet le statu quo sur les retraites, mais comme elle va baisser à hauteur de 5 milliards les cotisations, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. Au bout d'un moment, il va y avoir un retour en arrière. Hein. Il faut toujours être sensible à ça, c'est-à-dire que les cotisations, et ça c'était déjà le discours, ce qui est intéressant, c'est que c'était le discours de Macron en 2017, qui nous promettait par la baisse des cotisations chômage et santé, du pouvoir d'achat. Mais en fait, ce n'est pas vraiment du pouvoir d'achat, c'est-à-dire que ça vous augmente votre net par mois, et en fait, ça vous dégrade derrière les prestations, ça vous dégrade l'assurance chômage, on l'a vu, c'est fait sous Macron, et ça vous dégrade évidemment le système de santé. Je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez ce qui s'est passé avec la santé. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard, ou je ne sais quoi, etc. C'est le fruit d'une politique qui, depuis 1993, joue en fait sur les cotisations pour faire baisser le coût du travail. Et c'est exactement ce que propose Marine Le Pen, qui vous propose en fait, en gros, d'augmenter votre salaire de 10% pour vous acheter vous-même, en gros, votre santé, votre retraite et votre chômage, quoi. Donc en fait, après, si c'est votre projet de société, si vous pensez que vous en sortez mieux avec une assurance personnelle pour faire ces choses-là que par le système de sécurité sociale, c'est votre idée. Moi, je n'ai pas de problème avec ça, sauf qu'il faut savoir que c'est moins efficace et plus cher. Hein, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a moins de cotisations parce qu'en fait, les gens, ils achètent des assurances privées, santé, etc., chômage, retraite. Ils ont des fonds de pension, ils ont des choses comme ça. Et bien, c'est plus cher, ça dépend de l'évolution des marchés financiers. Donc voilà, après, il faut le savoir. Mais il ne faut pas venir m'expliquer, par contre, que ça, c'est une politique de gauche. Ou c'est une politique sociale. Ça, c'est pas une politique sociale ni une politique de gauche. C'est une politique anti-redistributive et c'est une politique de destruction de l'État social. Donc, moi, je pense que, très honnêtement, ce programme-là, il s'inscrit totalement dans la logique néolibérale. Et effectivement, il y a, si vous voulez, c'est comme une vitrine. C'est-à-dire que vous avez une belle vitrine avec quelques produits d'appel, hein, ou des linéaires de supermarché. Vous avez quelques produits d'appel, hein, vous avez la barre chocolatée à 50% de réduction, et puis derrière, vous avez des augmentations de prix sur tout le reste du rayon. Et je pense qu'il y a un peu de ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on met en avant, parce que c'est un peu la préoccupation de beaucoup de gens aujourd'hui, on va mettre en avant la baisse de la TVA sur les produits, sur l'essence. Mais encore une fois, la baisse de la TVA, c'est moins de recettes pour l'État. Donc il faut le trouver quelque part. Puisque la logique de Marine Le Pen, c'est la baisse de la dette. Donc il faut bien trouver cet argent-là quelque part. Donc voilà, la retraite, voilà, ça c'est des choses qui sont vendues, ça clignote, c'est attirant, mais derrière il y a toute une logique qu'il faut à mon avis interroger et regarder avant de choisir ce type de proposition. Parce que je ne pense pas que ce soit en fait une chose qui est très attirante pour les gens qui ont des difficultés aujourd'hui, pour les salariés, pour les gens qui travaillent. Je vais prendre juste un dernier exemple, si vous me permettez, sur cette histoire de baisse de hausse des salaires de 10%.
Comme je vous ai expliqué, hein, c'est une hausse qui est financée par les cotisations, par la baisse des cotisations, mais qui par contre est décidée par les entreprises. Donc, et qui se fait dans le cadre d'un accord d'entreprise. Donc il faudra en fait l'accord des chefs d'entreprise pour augmenter ces salaires, que eux ne paieront pas par ailleurs, parce que ce n'est pas l'entreprise qui paye la hausse des salaires, mais néanmoins, l'entreprise va pouvoir fixer des conditions à cette hausse de salaire qu'ils ne payent pas. Donc eux ne paieront pas, donc ils seront payés par l'État? Bien sûr, puisque c'est payé par la baisse des cotisations. Oui, la baisse des cotisations, oui, hein, d'accord. Donc en fait, les entreprises décident si les salariés bénéficient ou pas de la baisse de cotisation qui est financée par la sécurité sociale, par l'État, puisque l'État peut compenser ces baisses de cotisation. Donc moi, la question que je pose, c'est à votre avis, quelles vont être les conditions posées par le patronat pour accepter ces augmentations de salaire? C'est formidable. Profiter pour exiger un surcroît de travail, etc. Exactement. Pour exiger une augmentation de la productivité ou une augmentation de production. Et évidemment, vous voyez tout de suite ce qui est dans la ligne de mire et ce qui a disparu du programme du Rassemblement national. Ce sont les 35 heures. C'est évidemment ça qui est visé par cette mesure-là. Donc en fait, si vous travaillez 4 heures de plus par semaine, voire même davantage, si vous avez une baisse, en fait, comme ça a été le cas, et là encore, le quinquennat Macron le montre, hein, les accords d'entreprise ont provoqué dans beaucoup d'entreprises des baisses de rémunération horaire, c'est-à-dire que vous allez gagner un peu plus, mais en fait, vous travaillez plus, donc en fait, vous gagnez moins. Des baisses de rémunération horaire, plus de travail, et ben, en fait, vos 10%, en fait, vous ne les gagnez pas, vous les perdez, en réalité. Vous les faites payer par un autre biais. Donc, vous voyez la logique de ce système. C'est que l'État, en fait, paye une hausse de salaire qui n'en est pas une, mais qui permet, en fait, d'imposer aux salariés des mesures d'augmentation de productivité et d'augmentation de travail qui, elles, par contre, vont faire augmenter directement les profits des entreprises. Donc, c'est en fait de la subvention directe au profit des entreprises. Donc, c'est vraiment du néolibéralisme, mais dans sa version, je dirais, la plus brutale possible. Donc, c'est pas... Évidemment, si je vous dis on va augmenter les salaires de 10%, on va dire ah, c'est super, c'est social. Mais augmenter les salaires de 10% en passant par le SMIC et par des mesures syndicales, syndicales, c'est-à-dire par de négociations syndicales ou même par des négociations en dehors des syndicats, mais dans l'entreprise, c'est une chose. Votre salaire augmente réellement de 10%, le salaire payé par l'entreprise augmente réellement de 10%, c'est une chose. Si c'est dans les conditions proposées par Marine Le Pen, c'en est une autre, et à mon avis, c'est pas vous qui gagnez à la fin dans cette histoire-là. Là encore, il faut, à mon avis, regarder ça de plus près. La question clé, ça semble être comment toutes ces promesses qui sont faites par Marine Le Pen sont financées. Et finalement, effectivement, la baisse des cotisations entraîne soit une dégradation de la protection sociale, comme vous l'avez décrite, soit peut-être aussi une augmentation de la CSG, l'impôt qui sert à financer la sécurité sociale. Donc, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul. Finalement, c'est encore les Français qui vont devoir payer. Donc, baisse de pouvoir d'achat à ce niveau-là, éventuellement. Et cette diminution des cotisations sociales, vous avez rappelé que ça fait depuis 1993 baladure que ces politiques de baisse des cotisations sociales sont faites pour réduire le coût du travail. C'est fait logiquement pour augmenter l'emploi, pour augmenter les créations d'emplois, pour réduire le chômage. Est-ce que ces politiques de diminution des cotisations sociales pour diminuer le coût du travail, elles ont eu un certain succès au niveau de la lutte contre le chômage? C'est difficile de... Enfin, il y a deux niveaux de réponse. La première réponse, c'est qu'en fait, sur le plan purement scientifique, c'est-à-dire des recherches économiques, etc., en fait, on ne sait pas. On n'arrive pas en fait à faire le lien, mais c'est extrêmement difficile parce qu'en fait vous avez toujours des éléments extérieurs. Ouais. Le monde ne se constitue pas de salariés dans un environnement complètement neutre, donc vous allez baisser le coût du travail et puis vous regardez ce que ça donne. En fait, vous avez
des crises internationales, des moments de croissance, des moments de stagnation. Bon, bref, c'est extrêmement difficile à mesurer de ce point de vue-là. Mais grosso modo, ce qu'on voit, c'est que depuis 1993, on baisse le coût du travail, notamment le coût du travail sur les salaires les plus faibles, hein, notamment sur le salaire minimum, où aujourd'hui il y a très très peu de cotisations en fait, payées par le patronat sur le salaire minimum. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que le chômage, même s'il a baissé récemment, il reste quand même à près de 8%, c'est-à-dire à un niveau qui est supérieur à celui de 2006, où les cotisations étaient plus élevées sur les bas salaires, évidemment encore plus élevées que dans les années 70. Bon, là, c'est peut-être pas comparable, mais quand même. Donc, on voit bien que, en fait, c'est pas la clé. C'est-à-dire, je dirais même, c'est encore pire. C'est-à-dire que ça crée ce qu'on appelle une trappe à bas salaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme ces bas salaires sont très peu chargés, hein, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a très peu de cotisations qui sont payées dessus, les employeurs préfèrent en fait créer des emplois à bas salaire, donc des emplois en fait très peu productifs, pas forcément parce que ce sont des emplois qui sont occupés par des gens peu productifs, mais parce que vous êtes moins motivé quand vous êtes payé au salaire minimum. Bon, voilà. Et puis ensuite, ce sont des salaires, ce sont des métiers qui souvent sont des métiers dans les services où faire des gains de productivité, c'est compliqué. Voilà. Donc, en réalité, ça maintient la France à un niveau de gamme, ce qu'on appelle un niveau de gamme, c'est-à-dire un niveau de productivité, de la productivité, hein, c'est ce que vous gagnez avec un tantième de salaire, de travail. C'est-à-dire que vous produisez X avec Y de salaire. J'y arrive pas. Pardon. Temps de travail. De temps de travail, voilà. Et donc, le but en fait, de l'économie capitaliste, c'est de vous faire travailler autant en produisant plus. Voilà. Parce que en fait, ce que vous allez produire de plus, c'est pas du salaire, c'est du profit. Donc voilà. Et si vous voulez, là, c'est un peu l'inverse qu'on a. C'est-à-dire qu'on crée des emplois qui sont peu productifs, donc on ne peut pas en fait réindustrialiser réellement le pays parce que en fait les emplois industriels aujourd'hui dans un pays comme la France sont des emplois plutôt productifs, qui doivent être bien payés, et donc si on ne veut payer que des salaires au SMIC, en fait on ne forme pas les gens à ces emplois industriels là. Donc voilà, donc je pense qu'il y a, en fait, c'est pas une bonne stratégie. Aujourd'hui, on le sait bien d'ailleurs, ils ont transformé le CICE, Emmanuel Macron a transformé le CICE en baisse de charges, en baisse de cotisation pérenne, et on ne peut plus aller vraiment très loin. C'est-à-dire que là, en fait, s'ils avaient raison, c'est-à-dire si vraiment le coût du travail était le déterminant de l'emploi, en fait, on serait déjà au plein emploi. On n'aurait pas besoin d'un deuxième quinquennat d'Emmanuel